Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour cette seconde séance de l'année des conférences Notre-Dame en chantier, nous avons l'honneur d'accueillir Brian Katz qui va nous présenter ses travaux sur Notre-Dame. Donc Brian Katz est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Jean Leron d'Alembert de Sorbonne Université, et il est à la tête de l'équipe Espace Sonore. Donc il est acousticien, il a eu un doctorat en acoustique. Il a travaillé pour différents cabinets de conseil en acoustique avant de rejoindre le CNRS il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et il s'intéresse notamment à des questions de perception audio 3D spatiale, aux questions de réalité virtuelle, de simulation de réalité virtuelle dont il sera question dans sa communication. Et donc il a participé dès l'origine à la création du groupe de travail acoustique du chantier CNRS, Ministère de la Culture Notre-Dame de Paris, où il porte notamment ces questions d'exploration numérique de l'histoire acoustique de Notre-Dame de Paris qu'il va nous présenter dans l'heure qui vient. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je te laisse la parole. Merci pour l'invitation. Et en revanche, parle peut-être dans le... Je ne sais pas si le micro... Non, ça tape pas le micro? Non. Parce que je pense que ça capte... Je pense que pour la captation... Ouais, je peux mettre à côté, mais... Avec les 12 personnes dans la salle, je pense que c'est pas si difficile. Non, mais je pense que la captation passe par là aussi. Mais il faut capter. Ouais. Bon, merci pour venir au début de l'hiver aujourd'hui. Donc, pour répéter rapidement, donc je suis chercheur CNRS. Je viens des études acoustiques. Ça fait 30 ans que je travaille dans les disciplines de son 3D, audition spatiale et acoustique des salles, avec des activités dans ces disciplines. Le plus récente, c'est vraiment des activités en réalité virtuelle, soit pour des systèmes interactifs comme des jeux, soit pour des prothèses pour des aveugles, parce que ça, il y a une bonne opportunité avec l'audio 3D. Et il y a une grande partie en simulation architecturelle sur des choses autour du patrimoine. Donc, tout le monde maintenant, sur les gens qui sont venus à cette présentation, on sait qu'il y a quelques années, il y avait un petit incendie. Donc, le parti principal du bâtiment a resté intact, mais il y a du débris et il y a un changement du forme du voûte qu'il faut réparer. Il y a pas mal de dégâts. Il y a l'orgue de chœur qui était détruit. Mais avant qu'on avait constaté l'état du bâtiment, qui a pris à peu près un an, tout de suite, on avait des inquiétudes sur la qualité de l'acoustique. Qu'est-ce qu'on a sauvegardé? Qu'est-ce qu'on peut recréer? Et quel est l'impact de ce type d'incendie? Parce qu'il y a d'autres bâtiments en Europe qui ont souffert beaucoup plus sévèrement les incendies récents que Notre-Dame. Et donc l'idée, c'est d'être un peu faire un projet de recherche, d'essayer de bien comprendre l'importance de la manque d'informations autour de Notre-Dame, qu'est-ce qu'on a avant et qu'est-ce qu'on peut prédire dans le futur, comment est-ce qu'on peut reconstruire la cathédrale. Donc il y avait le propos du Macron assez rapide de recréer comme avant, mais ça pose certaines questions de quel avant. Est-ce qu'on veut recréer comme le jour avant l'incendie ou comme il y a une histoire de plus que 800 ans, il y a beaucoup de choix de quel est le bon moment de reconstruire. Et donc ça pose certaines questions côté acoustique, quel est le moment avec le meilleur acoustique parce que ce n'est pas forcément le dernier qui était le plus adapté au usage de la cathédrale. Et l'idée, c'est un peu, dans ces études acoustiques, on touche un peu l'acoustique physique, mais aussi l'acoustique psychoacoustique, la perception du son. Il y a des questions de musique, de l'architecture. Avec un vieux bâtiment, on ajoute des aspects de patrimoine. Donc, on a aussi l'histoire de l'art, de musicologie, archéologie, etc. Et on peut aussi constater que dans la recherche autour de l'acoustique musicale historique, il y a beaucoup d'efforts sur la lecture des partitions, sur les instruments qui sont joués, la manière qui sont joués, mais il y a très peu focalisé sur le lieu dans lequel ils sont joués. Donc on peut avoir des musiques de chambre composées dans la chambre de la reine à Versailles,
mais jouer dans un amphithéâtre de 1000 personnes. Donc, il n'est pas du tout adapté. Et on peut poser les questions, est-ce que les musiciens jouent de la même manière entre ces deux lieux? Et donc, on essaie de extrapoler le même type d'attention à Notre-Dame dans nos études. Donc, comme expliqué, tout de suite après l'incendie, on a participé dans la création du groupe de travail acoustique du chantier scientifique. Je pense qu'il y avait 2 ou 3 en parallèle qui ont commencé le premier jour et c'est celui-là qui a duré le plus. On travaille aussi avec l'autre GT comme le décor monumental qui est plutôt intéressé avec l'histoire de l'art, tout ce qui est autour de décoration et habillage. Et on avait aussi déposé des projets type recherche européen et en France et on avait gagné 2 projets. On avait le projet de Pastasiers qui est un projet vraiment autour de la patrimoine acoustique en Europe avec 3 pays et un projet vraiment ciblé sur l'histoire acoustique à Notre-Dame, c'était le projet FEN que je pilote, qui est vraiment centré sur l'histoire sonore de Notre-Dame, mais avec plein de partenaires et plein de différentes manières de regarder. Donc, il y a l'Institut Jean-Laurent d'Alembert, qui est mon labo, qui est plutôt acoustique, mais il y a le labo d'histoire de l'art, il y a les labos de musicologie, il y a l'équipe qui travaille en paysage sonore, il y a le CNSMDP qui est spécialiste en prise de son et musique et des musiciens. Après, un boîte d'architectes spécialistes dans le patrimoine. Et en plus, on a travaillé avec 3 boîtes de production qui fait plus de sens vers la fin de ma présentation, pourquoi ils sont impliqués dans le projet. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'acoustique ou pas, parce que c'est un truc un peu général cette séminaire. Donc j'essaie de faire un peu un intro de l'acoustique. Donc le son d'un bâtiment, c'est un peu le caractère audible de tous les choix d'un architecte. Donc c'est le produit intangible de toutes les décisions tangibles dans l'architecture. Et l'acoustique, c'est quelque chose qui a un impact et qui affecte et complète tous les sons produits dans la salle. Donc si moi je parle comme ça, vous m'entendez grâce à l'acoustique de cette salle. Si on supprime la salle et on a juste ma voix directe, vous entendez pas du tout la même chose. Et c'est aussi important quand on regarde l'acoustique, c'est un peu comme l'éclairage et la perception visuelle. Si on éteint toutes les lumières, on ne comprend rien du tout sur les murs. Donc il faut la création de son dans un lieu pour bien comprendre l'impact de l'acoustique. Une chose qui est très spéciale ou différente entre la lumière et le son, c'est le son, c'est quelque chose qui varie avec le temps. Lumière, on peut allumer et ça reste allumé, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'imaginer le temps de propagation et la durée de réflexion pour illuminer quelque chose, mais en acoustique, tous ces champs de trajet sont importants et le retard entre chaque arrivée de chaque réflexion, il y a un impact sur notre perception. Donc là, j'ai créé un petit test pour le public. Donc les questions. Donc nous, on caractérise l'acoustique principalement par le temps de réverbération. Donc c'est le temps que ça prend pour un son de décroît à l'infini. Et donc l'idée, c'est si j'ajoute ou si je place un son dans un environnement avec différents types de réverbération. Ici, je présente quelque chose qui commence sans réverbération, sauf qu'on a toujours la réverbération de la salle, puis un reverb d'1 seconde, de 3 secondes et de 6 secondes. On peut imaginer quelque chose de ce type-là. Le palais de Gormaz, comte et gobernador, est en deuil. Pour jamais d'or couché sous la pierre, l'hidalgo dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue appelé le Cid Campeador. Le palais de Gormaz, comte et gobernador, est en deuil. Pour jamais d'or couché sous la pierre, l'hidalgo dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue appelé le Cid Campeador. Le palais de Gormaz, comte et gobernador, est en deuil. Pour jamais d'or couché sous la pierre, l'hidalgo dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue appelé le Cid Campeador.
donc la question se pose, quel est le meilleur temps de réverbération? Donc si, par les lèvres des mains, qui a pensé que c'était celui-là? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Celui-là. Et rien. Donc si on fait une comparaison maintenant avec un différent type de son, donc l'idée de ce type d'exercice, c'est de bien comprendre que le temps de reverb optimal, c'est en fonction du usage. Et ici, par exemple, on est concentré sur la prière et l'intelligibilité de la prière dans la langue des gens courantes, on cherche une chose. Si on cherche la musique grégorienne ou un orgue, on cherche totalement d'autres choses. Donc cette idée de l'acoustique idéale a un sens seulement si on fait une seule chose dans l'église. Donc on peut regarder un peu comment est-ce qu'on peut étudier l'acoustique d'un lieu. Donc on peut faire des mesures. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait en 2013, même à Notre-Dame. Donc c'est une manière de quantifier l'acoustique du moment, et c'est une manière de quantifier l'acoustique entre un source et un récepteur, donc entre un couple haut-parleur et microphone. Et après, on peut aussi faire des modélisations. Donc on peut créer des modèles 3D à partir des scans du laser, on peut créer des maillages 3D, et avec ça, on peut vraiment étudier les formes et les matériaux, et on peut répliquer des mesures en simulation avec des haut-parleurs et des microphones virtuels dans cet espace. Et avec ce type de modélisation, on peut vraiment étudier l'impact de toutes les surfaces, de tous les détails. Par exemple, si on fait un plafond lisse ou rigoureux, et on peut voir un peu l'impact. Mais de faire ça correctement, il faut le modèle 3D. Et le modèle 3D, il contient tous les aspects du matériau et de construction du bâtiment. Donc, ce n'est pas juste blanc comme en visuel. Il faut connaître que ça, c'est du pierre ou du plâtre. Et ce n'est pas juste sur la surface. Donc, il y a une différence. Si ça, c'est 1 mm de plâtre sur un espace vide, ou si c'est 10 mm de plâtre collé sur du béton. Donc il faut avoir les détails plus profonds, et aussi toutes les propriétés acoustiques, un peu comme lumière, c'est le RGB, donc l'imaginaire graphique. On a un peu la même chose en acoustique, qui est quelles fréquences sont absorbées plus ou moins dans le spectre des choses. Et par exemple, si on fait un projet historique, l'idée c'est d'obtenir ce type d'informations sur le matériau historique du moment. Donc on avait fait une campagne de mesure au Louvre pour étudier les tapis du Moyen-Âge.
On a vraiment mesuré l'acoustique de plein de choses qui étaient au Louvre. On a fait une étude aussi avec des tapis de velours au Mobilier National et même le gros tapis qui doit être installé à Notre-Dame qui était là-bas en train de nettoyage. Et donc on a profité de faire des mesures là-bas. Et donc toutes les données qui est acquis dans ces conditions-là, on peut réintégrer dans notre modèle de simulation pour avoir des choses plus correctes. Donc là, les choses qu'on avait fait un peu basiques pour commencer. Donc ça, c'est des mesures qu'on avait fait avant l'incendie. On avait, grâce au chantier scientifique, réentré après l'incendie et fait des mesures quand il y a des trous encore dans le plafond. Et on avait même réussi d'entrer il y a 2 mois maintenant, pendant les travaux avant ouverture. Donc on a, en plus, mes collègues dans mon labo, ils ont fait des mesures en 87. Donc ça nous donne 4 points de mesure qu'on peut utiliser pour vraiment calibrer notre modèle et avoir confiance dans la qualité des résultats. Mais si on regarde un peu la globalité de Notre-Dame, donc là on a un timeline, on dit timeline en français. Donc on a toute une période de la construction de Notre-Dame qui est représentée par ces gros modifications architecturaux. Donc avant le Notre-Dame qu'on connaît, il y avait déjà une église Notre-Dame aussi, mais avant, qui était plutôt pré-gothique, c'est un style romain. Après, on a les débuts de Notre-Dame qui étaient ouverts pendant 50 ou plus années, juste le cœur, pendant que le reste du cathédrale était en train de construction. Donc après, ils ont fini le nef. Et ça, c'était un peu le dessin conçu à l'origine. Mais pas loin après, ils ont commencé à ajouter tous les chapelles sur les côtés. Donc c'était élargi encore. Donc on a pas mal de modifications dans ce temps-là. Et pendant tout ce temps-là, si on regarde en histoire musicologique, on a l'évolution de l'école de Notre-Dame et d'autres modifications ou changements côté musicologique. Et plus tard, on voit qu'on a un orgue, après il a été changé, après il y a un autre orgue, et maintenant on a le 4e orgue qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des moments de restauration, il y avait d'autres incendies. Donc c'est un bâtiment qui a beaucoup évolué pendant tout ce temps. Et donc nous, on avait focalisé sur un peu ces 4 éléments architecturaux, et on avait travaillé sur tous ces aspects d'intégrer ces modifications dans notre modèle. Donc on a le modèle pré-gothique, on a le bâtiment au début de l'ouverture, l'agrandissement, l'ajout des chapelles, mais aussi on a travaillé sur tous les textiles et les décorations des festivals, si c'était velours ou en paille ou en soie. On a travaillé sur les simulations des différentes grands orgues, on a travaillé sur la restauration des violoducs parce que pas mal de choses ont été aussi modifiées. Et tout ça, on avait intégré dans notre modèle. Pour donner juste un ordre de grandeur rapide des résultats de nos simulations, en haut, on voit un peu une comparaison des mesures et nos simulations. Donc, c'est une manière de montrer un peu la fiabilité de nos simulations. Donc, en bas, on voit un peu le modèle de pré-gothique qu'on a utilisé comme une base pour notre première Notre-Dame. Et après, on a des mesures et des simulations de 2015 et 87. Après, on regarde un peu l'évolution de l'acoustique de Notre-Dame avec l'extrapolation de celle qui était avant Notre-Dame aujourd'hui, avec 1182. Après, différentes périodes avec l'agrandissement, simulé et aussi mesuré pour voir un peu la qualité de notre simulation. Mais si on veut utiliser ces simulations pour étudier un peu plus profondément notre connaissance et l'histoire, on a quelques questions à poser au début. Donc, premièrement, c'est est-ce qu'on a confiance dans la fidélité acoustique de notre simulation? Donc, si on fait une mesure dans la réalité et on essaie de répliquer les mesures dans notre modèle, est-ce qu'on a la même chose? Donc, est-ce qu'on quantifiablement, est-ce qu'on a les mêmes chiffres qui sortent?
Après, on peut regarder, est-ce qu'on a une fidélité auditive? Donc, si j'écoute le résultat de mes mesures et j'écoute le résultat de ma simulation, est-ce que j'entends la même chose? Donc, ça, c'est aussi passif, mais un peu plus intéressant. Mais le dernier niveau de qualité, c'est un peu si on met quelqu'un dans un système interactif et il joue dans la vraie salle ou il joue dans la simulation, est-ce qu'il réagit de la même manière? Donc, est-ce que c'est convaincant? Est-ce que c'est à ce niveau-là? Et donc, on essaie de faire un peu tous les trois dans nos expériences à Notre-Dame. Donc, on avait fait un peu général, juste pour valider cette approche, on avait fait un essai sur 3 bâtiments. Donc, il y a le théâtre de l'Athénée qui est derrière l'opéra. Il y a Saint-Germain-de-Prés et il y a Notre-Dame. Et donc, on avait fait beaucoup de mesures et on avait créé des modèles. On a calibré les modèles avec différents paramètres. Donc là, je ne vais pas me lancer dans les détails, mais on voit qu'ils sont assez proches. Et après, on a posé les questions avec des tests aveuglés, de comparer entre les mesures et les simulations pleines de critères différents, de juger est-ce que des modèles sont plus ou moins réverbérants ou plus ou moins clairs. Et le résultat global, c'est on est assez bien moite-moite, et donc on a confiance dans notre modèle. Je peux jouer un petit exemple. Donc là, on avait la chance de profiter d'un concert qui était à Notre-Dame pour la 850e anniversaire de Notre-Dame. Donc il y a une performance de la Vierge, et il y avait 2 micros qui étaient sur la tête du chef d'orchestre. Et je peux jouer 30 secondes de cet orchestre pris à cet endroit-là. Ah, ça bouge quand je... Si c'est suffisamment fort d'entendre cette salle. Mais après, on a créé notre modèle, on a replacé tous les instruments qui étaient enregistrés aussi à ce même concert. On essaie de recréer le son juste au-dessous de le chef d'orchestre à la même endroit. Question au milieu ou à la fin? On pose une question. Hein. Un enregistrement. J'ai un enregistrement, j'ai le concert enregistré avec des micros de proximité de tout l'orchestre. Ouais. Il y a 45 microphones qui a capté toutes les sections individuellement. C'était sec, on peut dire. Ah, en haut, c'était au-dessous de la chef d'orchestre. Ah, parce que tu avais au-dessus, et après tu avais des enregistrements. Ouais. Et j'ai un autre exemple de ça qui est peut-être plus facile à entendre, mais j'arrive pas à booster le volume. Non, j'ai fait ça, j'ai boosté, ça fait que dalle. Et c'est juste pour ajouter un autre élément, il y a tous les détails du bâtiment, de matériaux, mais aussi il faut prendre en compte tous les détails des instruments. Donc là, c'est un exemple de la voix, et c'est pour montrer que le son qui sort de la bouche, il sort d'une manière différente en fonction de la fréquence ou même des phonèmes. Donc si on fait un A ou un l'énergie, il ne rayonne pas de la même manière. Et donc, dans nos simulations, par exemple, celui-là de l'orchestre,
il y a le violon, il y avait des chanteurs, et il faut prendre en compte tous ces détails dans nos simulations. Donc là, je veux passer un peu rapidement quelques petites études vraiment sur l'acoustique lui-même qu'on avait réalisé dans le projet. Le premier, qui est le seul tâche vraiment directe avec la restauration de Notre-Dame, c'était autour de l'orgue de chœur qui était détruit à cause de l'eau du anti-feu. C'était pas un orgue qui était classé, et ils étaient déjà, avant l'incendie, en train de penser de remplacer avec un nouvel orgue qui est plus grand, avec une configuration différente qui projette mieux dans la nef, parce que pour l'instant, il est juste à côté du chœur, et c'est super pour tous les chanteurs dans le chœur, mais pour le public grande échelle, ils n'entendent pas très bien. Et donc, nous, on avait, avec notre modèle, on avait pris toutes les propositions des facteurs d'orgue, qui sont représentés par tous ces configs, parce qu'ils veulent doubler, agrandir, mis en haut. Et on avait testé l'impact acoustique de toutes les propositions des trois facteurs qui étaient retenus dans cette phase. Et on a regardé l'impact sur l'acoustique en fonction de la placement et orientation des orgues. Et l'idée, c'est de voir un peu, en fonction de où est-ce qu'il est et pointé, à quel degré est-ce qu'on projette un son assez homogène et de qualité dans la partie nef de l'église. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait soumis au EPA, qu'ils ont pris en compte à leur manière dans la décision finale sur l'orgue. Après, on avait fait cette étude sur les matériaux. Donc, on avait vu les mesures qui représentent un peu tous les rideaux du Moyen-Âge. Ici, on a l'exemple de coronation de Napoléon, où on voit que Notre-Dame était totalement remplie du moquette, du tissu, du rideau. Et on a des choses comparables à ça. Et on voit aussi le grand tapis du chœur qui aussi était en train de restauration. Donc, il y a ces éléments-là, en plus de juste la géométrie qu'on essaie d'étudier. On avait regardé un peu les mazes, qui c'est les gros tableaux de peinture qui, pendant pas mal de temps, étaient suspendus à Notre-Dame, mais qui étaient démontés. Mais il y a une discussion aussi de remonter, peut-être. Et on avait un peu l'idée de voir quel est l'impact acoustique de ces tableaux. Et déjà, on regarde dans tous les archives que comme ils étaient démontés et remontés régulièrement, ils n'étaient pas toujours remontés de la même manière, ni à le même endroit. Donc, on peut avoir entre des colonnes ou sous les colonnes, il peut être aplati ou il peut être incliné. Donc, on avait fait toute une étude avec notre modèle, avec différentes configurations, de voir est-ce qu'il y a un impact possible de la réinsertion de ces tableaux. Bon, le résultat, ça ne fait pas grand-chose. On ne doit pas avoir peur de réintégrer ces tableaux, mais c'était une étude intéressante. Le dernier, c'était un peu sur cette série sur l'orgue, parce que avant le grand orgue qui est aux tribunes, il y avait un autre orgue à la même place, mais avant celui-là, il y avait un orgue en nid d'hirondelle quelque part dans l'église. Il y a très peu de traces, très peu de documentation, et on a essayé de trouver où c'était et quel peut être l'impact acoustique de cette position. Donc on peut visiter le chantier plusieurs fois, identifier des traces de réparation de la maçonnerie qui indiquent en forte chance que c'était à cet endroit-là. On avait aussi trouvé quelques traces dans les archives avec une réparation d'une fenêtre à cause de la démontage du l'orgue. Et donc, on a une bonne hypothèse qu'on est en train de rédiger dans un article scientifique à ce moment-là. Mais en partie de cette étude, on a regardé un peu l'impact de la position de l'orgue et sa puissance, mais aussi la clarité musicale en fonction de sa position. Parce que le résultat, c'est un peu que Notre-Dame, on pense que c'était la première cathédrale avec un orgue en tribune. Donc, c'est lié avec quelque chose d'important de choisir cette place, qui est le pire en termes de
instrument de musique pour jouer avec le chœur, parce que c'était trop loin. Donc on ne peut plus jouer l'orgue comme un accompagnement du chœur. Ça, c'est la raison qu'il y a un orgue de chœur pour faire des choses un peu journalières. Et maintenant, il y a un grand orgue qui est à l'autre bout de l'église, vers le roi. Donc il y a toute une question, est-ce que c'est symbolique? Et c'est la salle, c'est le lieu d'entrée qui a une procession qui traverse l'orgue à l'autre but de tous les parties qui est religieuse. Donc on est en train de regarder ça, mais une partie c'est la partie acoustique et aussi musicale. En termes de quelle manière est-ce qu'on est capable de chanter ici avec un orgue là-bas? Et quel est l'impact sur la composition? Parce que maintenant ici, comme il doit jouer seul, on commence à avoir des pièces de musique écrites juste pour orgue. Et avant, c'était toujours un accompagnement du chant. Donc, on a aussi une évolution un peu musicologique de ce sens-là. Maintenant, j'ai une section un peu sur une étude plus profonde. Où on a vraiment étudié autour de ces questions de l'émergence de la polyphonie avec l'émergence, avec la construction de Notre-Dame comme bâtiment. Et ils sont assez parallèles et on peut poser des questions. Est-ce qu'il y a un lien entre l'architecture et l'évolution musicale? Si on veut poser les questions dans une manière qu'on peut vraiment étudier, on peut poser deux questions. Nous, on avait posé deux questions. Le premier, est-ce que côté chanteur, est-ce qu'il est plus facile de chanter ce style de musique dans une architecture versus un autre? Et un peu le réciproque, est-ce qu'il y a comme auditeur, une architecture qui marche mieux pour l'écoute de cette musique qu'un autre. Et les deux ne sont pas forcément liés. Et donc nous, on avait pris une approche un peu archéologie expérimentale, qui est un peu de l'idée de Goodland, ouais, qui on essaie de comprendre en essayant de faire. Mais nous, on ajoute un peu l'aspect de réalité virtuelle. Et donc l'idée ici, c'est on a un groupe de chanteurs qui sont dans une salle anéchoïque, donc c'est-à-dire il n'y a aucune reverb, donc tous les murs sont absorbantes, il y a juste leur propre voix, et on peut ajouter notre modèle numérique avec l'acoustique des différentes versions de Notre-Dame. Il y a toute une machine que chacun écoute la reverb de chacun des autres, donc c'est vraiment en fonction de leur configuration quand ils chantent, en arc de cercle, qui est intégré dans le modèle, donc c'est pas quelque chose de générique. Et avec ça, il porte un casque assez spécial qui est totalement transparent. Donc on peut parler comme on n'a pas de casque, mais on a encore la reverb de l'église. Donc là, j'ai un petit exemple, je crois, quand il chante. Si j'arrive à cliquer, c'est celui-là. Et donc avec ce système-là, on peut changer le bâtiment dans lequel ils chantent juste avec un bouton. Ils ont passé à peu près une semaine avec nous pour calibrer les systèmes et de tester différentes configurations. Et ça dit une deuxième fois. Donc le retour des chanteurs. Donc déjà cette petite chœur, ils ont déjà chanté à Notre-Dame avant l'incendie. Et un des premières choses qu'ils ont dit que ils ont le même problème de chanter dans le système que dans le vrai Notre-Dame. Donc c'est une certaine confiance qu'on n'a pas fait un système juste de répète qui est joli, mais qui est plutôt précise en termes pas juste les bénéfices, mais aussi les défauts de l'architecture de Notre-Dame. Donc on a vu qu'en changeant l'acoustique, il y a un impact sur la durée de leur performance, donc le plus réverbérante, ils jouent plus lentement. Et aussi, on a identifié qu'il y a une amélioration de leur confort de chant et leur capacité de chanter avec l'évolution de Notre-Dame entre avant le Notre-Dame qu'on connaît et le nouveau.
Donc ça, c'est encore en train d'analyse parce qu'il y a plein de choses. On a vu ils étaient filmés. Donc il y a toute une étude sur leur posture, leur communication gestuelle, de voir comment des chanteurs ils peuvent communiquer entre eux et en fonction as une manière de juger la facilité de chanter. Donc plutôt de demander est-ce que c'était facile ou pas, on peut vraiment analyser leur comportement et essayer de mieux comprendre ces choses-là. Donc la deuxième manière, c'est plutôt à l'écoute. Donc là, on a pris les mêmes types de chants et on a joué dans différentes salles et on a demandé, ça c'était un test en ligne, je pense qu'il y avait une centaine de personnes qui ont répondu. Et l'idée, c'est de juger dans quelle salle est-ce que c'est plus ou moins approprié ou adéquat, j'aime pas cette mot-là, mais suitable. Approprié. Voilà, donc ça je ne veux pas jouer parce que c'est un peu long, mais l'idée c'est, on a joué, je pense, 5 salles différentes pistes de musique, et on demande les gens dans quelle salle est-ce que c'était mieux ce type de musique. Et là on peut regarder par exemple avec le pièce, on a une pièce en monophonie et une pièce en polyphonie, et on essaie de voir dans quelle salle est-ce que c'était mieux jugé. Donc on peut voir en haut que le 1182, donc ça c'est le premier, juste le chœur, il était le mieux classé après les autres. Donc celle tout à gauche, c'est juste pour vérifier que les gens ils ont écouté un peu. Et en polyphonie, on voit pas la même chose, donc on voit le 1182 un peu moins bon, et les parties du bâtiment qui suivent sont mieux notées ou plus largement mieux notées. Donc c'est un constat que même si c'est mieux, plus intime quand c'était petit, il y a un certain avantage, au moins à l'écoute avec nos oreilles d'aujourd'hui, quand les gens ils préfèrent des salles plus volumineuses, un peu plus réverbérantes, mais encore les analyses continuent dans ce sens-là. Donc je veux finir un peu avec quelques actes de médiatisation qu'on avait réalisés dans le cadre de ce projet, dans nos efforts de communiquer les résultats de toutes ces recherches laboratoires avec le grand public. Le constat qu'on a, c'est financé par l'argent public, par l'État, par les gens, etc. On connaît, on a des conférences comme celui-ci ou des conférences scientifiques. C'est bien pour les 15 personnes qui sont venues, mais on ne touche pas un public assez large. On a des publications scientifiques, donc ça c'est plus pointu, mais c'est encore un public assez restreint avec un certain langage. Donc on avait envie d'explorer un peu comment communiquer plus facilement ces résultats avec le public en général. Donc le premier, c'était le concept de comment évaluer la capacité de la technologie aujourd'hui de diffuser quelque chose en réalité virtuelle sonore. On veut proposer une scène complexe parce qu'il y a plein de choses qui existent, c'est une personne qui chante dans un atrium en Grèce ou quelque chose, mais on veut quelque chose beaucoup plus riche. Et ça donne des possibilités de différents types de mixage côté ingénieur du son qui sont intéressants. Donc là, c'est le concert que j'avais présenté avant, qui était L'air vierge du Massenet, qui était joué pour le 850e anniversaire. Donc tout ça, c'était enregistré en proximité avec 45 microphones. Donc là, on voit l'orchestre et tous les microphones qui sont situés. Et donc, ils étaient captés en proximité, après reprojetés dans notre modèle. Et on avait l'idée de présenter un peu comment l'acoustique peut varier à Notre-Dame. Donc, si on avait la chance de participer à ce concert, normalement, on a une place et on écoute seulement à cette place-là. Donc, l'idée, c'est de montrer en grand public comment l'acoustique de Notre-Dame peut varier en fonction de position. Et donc, on avait créé ce petit voyage sur un tapis magique pendant le concert. Et on écoute un peu comment ça évolue. Donc ça, c'était diffusé, c'est disponible sur YouTube 360. J'essaie de voir si ça marche. Comme c'est en ligne. Et donc c'est un petit
j'essaie d'avancer un peu. Il n'aime pas trop. Non. Ok. Bon, c'est disponible en ligne. L'avantage, c'est il est en... Oh, il n'aime pas du tout ça. Alors, peut-être que je suis sur le mauvais écran. Si je suis là, est-ce que ça marche? Si je suis là... Ah! Donc, en principe, c'est vraiment en 360. Donc, si vous regardez en ligne, vous pouvez tourner avec le souris ou même avec votre téléphone, écoute sur casque, et si on tourne, l'acoustique suit l'orientation de l'appareil. Et là, je peux montrer rapidos, on avance, on allait très souriant, on constate que l'acoustique là-bas c'est oui, et ça c'est l'idée de ce projet. Donc ça c'est la première chose. Le deuxième, c'était pendant le confinement, on avait pensé avec la commémoration de la première année de l'incendie, on essaie de donner quelque chose au public. Et donc, depuis toutes nos maisons, on essaie de refaire le même concert, mais dans la totalité. Donc, pas juste 5 minutes, mais 1 heure et quelques. Mais plutôt d'avoir un système de radio virtuel qui n'est pas très confortable pour 1 heure. C'est plutôt un système de radio sur le web, mais on peut choisir la position d'écoute. Mais on peut écouter tout le concert à n'importe parmi ces 4 positions entre le chef d'orchestre et le fond de la salle. La deuxième idée, après la recherche, on commence à améliorer. On avait cette idée d'une fiction radio. Donc l'idée, c'est de créer quelque chose d'engageant pour le grand public, pas du tout détaillé scientifiquement, mais avec des morceaux d'intérêt et des liens pour les gens qui sont motivés de suivre. Donc on avait contacté une boîte qui fait des installations de fiction dans les musées. On avait donné un peu une liste de tous les points importants qu'il faut présenter dans une histoire, et c'est à eux de créer l'histoire. Et nous, on avait donné pas mal de choses audio, même on a développé des outils de mixage qui sont adaptés à ce type de système immersif. Et le résultat de ça, c'est le projet À la recherche de Notre-Dame, qui est un podcast fiction radio d'1 heure, coupé en 4 épisodes, qui suit un peu Victor Hugo quand il est en face de la page blanche en train d'écrire son roman. Il est visité par un esprit de Notre-Dame qui l'aide et qui les transporte dans le passé à différents moments clés dans l'histoire de Notre-Dame. Et chaque chose qui passe dans Notre-Dame passe dans notre modèle acoustique. Donc il y a toutes les interactions avec les personnages, il y a les moments de chant, l'émergence de la polyphonie, le chantier du XIIe siècle. Tout est recréé en son 3D pour casque dans ce projet qui était gracieusement cofinancé aussi par Audible R&D. Mais en tout cas, il est disponible gratuitement soit sur Audible ou soit sur ses pages web en français et en anglais. Je peux jouer un petit extrait ou pas. Peut-être il peut être là. Ouais. Donc en tout cas, ça doit être écouté sur casque. Donc toutes ces productions, ils sont en son 3D, donc il faut plutôt être sur casque. Non, il ne veut pas. J'essaie encore une fois et après il arrête. Je repensais à mon éditeur qui m'avait poursuivi dans l'obscurité de Notre-Dame, où je rôdais du matin au soir pour fuir ma table de travail. 1000 francs par semaine de retard. Voilà ce qui vous attend, Hugo, si vous ne me rendez pas ce manuscrit. 1000! Et cette histoire qui vous résiste, comment s'appellera-t-elle? Notre-Dame de Paris. Le 1er février, jeune homme, pas un jour de plus. Il vous reste 5 mois. Je me dis parfois que mon front trop grand abrite une machine énorme, avec des roues, des poulies, des treuils, des engrenages. Une machine à bâtir des histoires et à voyager dans le temps.
Et Notre-Dame de Paris occupait ce front entièrement, une symphonie, tous les bruits de la cathédrale depuis les premiers temps. Donc là, il y a une équipe qui travaille sur tous les bruits des Le instruments. XIIIe siècle et la construction de la façade principale à l'ouest. Et puis plus loin encore, la nuit de Noël. Il ne faut pas lancer dans tout ça, mais on a même enregistré un chœur d'enfants d'une douzaine d'enfants qui est aussi joué pour montrer un peu comment ça sonnait au début et même sur le jubé, parce qu'il y a des questions, est-ce que les gens ils ont chanté sur le jubé, donc on avait étudié ça. Donc tout ça, c'est un peu intégré dans ce podcast ou ce fiction radio. Donc après ça, on a dit que c'est intéressant, mais on n'a pas suffisamment touché tous les détails scientifiques. Donc on avait l'idée de travailler sur un audio guide immersif, donc un guide de musée autonome, en 3D aussi, avec une application qui marche sur téléphone, encore avec casque en 3D. Et l'idée, c'est on balade autour de Notre-Dame, parce que c'est fermé, mais on écoute le passé à l'intérieur. Et on essaie d'expliquer tout ce style musée, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans l'histoire sonore de Notre-Dame, après construction jusqu'à l'incendie. Et on a des éléments qui touchent un peu tout ça. En plus, il y a des entretiens avec des chercheurs impliqués dans le projet, et même des pompiers, l'équipe de GT Vert était aussi participée. Et tout le monde a mis un peu de grain, de farine dans la pâte là. Et pour faire cet audio guide. Et on a un peu la même idée, on a fourni les instruments, les points à toucher, mais on a laissé la boîte de prod assez libre. Et les choses qui sont produites, c'est Notre-Dame Whispers, qui est un peu un personnage d'une vieille dame qui a souffert un type de trauma. Et avec le visiteur, elle essaie de retrouver des mémoires pour reconstruire son passé, et c'est en passant par toutes ces étapes, donc ça fait un type de jeu avec l'audio guide, on arrive de recomposer toute l'histoire de Notre-Dame pour le visiteur. Donc là, je peux lancer un peu l'intro. Hello! C'est la I version en anglais. apologize for my current state. I'm aware that I don't look my best covered in scaffolding like a cloak. You see, I'm still in the process of recovery. They call it under restoration. Experts are attending to me diligently. They are observing, studying, and repairing me. Soon I'll open my doors to you again, and the fire that scarred my flesh will be nothing but a distant memory. I've heard that you are in search of beautiful stories. That's perfect. As the old lady that I am, I have plenty to share. 9 centuries of memories offer numerous possibilities. But where to begin? I know. How about taking a little stroll? I suggest we tour the property and pause from time to time to observe me. You'll see these... Hello! I apologize for my current state. Bon, en tout cas, il est disponible en anglais, français et espagnol, et c'est encore gratos. Et l'idée, c'est, avec l'ouverture de Notre-Dame, on peut aussi modifier certaines choses. Donc, il est plus en échafaudage, mais on peut changer. Mais en tout cas, ça doit tourner pendant quelques années, et c'est gratos pour tout le monde. La dernière chose qu'on est en train de faire, c'est un concert film documentaire. Et l'idée, c'est de regarder un peu l'histoire musicologique et musique de Notre-Dame, d'essayer de créer vraiment un concert, mais qui passe dans le monde virtuel, qui met en évidence toutes les évolutions de l'architecture, mais aussi de composition, et même des choses politiques, textiles qui passent à Notre-Dame, et de faire quelque chose vraiment immersif. Et donc, on a contacté une boîte d'animation qui a pris notre modèle de base et a vraiment raffiné plein de détails.
Et l'idée, c'est qu'on a choisi 11 pièces de musique qui traversent 8 siècles. On a 4 pièces d'orgue, on a des choses liturgiques et profanes, on passe par la coronation de Napoléon, on a la Révolution française avec le Temple de raison, on a vraiment des exemples de plein de choses. Chacun était enregistré en studio ou même dans le Shaman Creek et réinjecté dans le modèle acoustique de l'époque pour avoir vraiment l'acoustique du moment. L'idée, c'est que le film doit sortir à la semaine du son, qui était la 3e semaine de janvier, juste après la réouverture. Et idéalement, si tu marches bien, on doit aussi avoir des versions. Donc ça, c'est un film à peu près 1 heure qui marche en salle de cinéma ou même en chaîne YouTube. Mais après, c'est de faire une version qui est totalement immersive. Comme on travaille en image de synthèse, c'est facile de faire 360. Donc, on peut faire une version qui marche dans un planétarium géodome, qui est vraiment immersive, ou même une version en réalité virtuelle sur casque à la maison. On peut choisir la position d'écoute. 25. C'est pas encore sorti, oui. Ma faute. Donc ça c'est un exemple qui est en cours, donc c'est pas encore la chose définitive, mais c'est pour jouer un petit extrait d'un des pièces pour montrer un peu comment ça marche. Au début du XIIIe siècle, Perrotin, le Grand, est l'autre maître de l'art polyphonique. Il remanie et révise de nombreuses compositions de son confrère Léonin en y introduisant des sections écrites en rythme mesuré très novatrices. Perrotin développe également un nouveau procédé, le déchant, qui lui permet de complexifier son écriture polyphonique jusqu'à 3 ou 4 voix. Ainsi naît Viderunt omnes, grand organum à 4 voix, dit organum quadruplum. Il était chanté à la messe du jour de Noël. Écoutez les longues tenues solennelles du plein chant. 3 autres voix s'y superposent et se répondent, dans une savante rhétorique aussi bien mélodique que polyphonique. Les ornementations de l'organum font écho aux voûtes gothiques de Notre-Dame, l'architecture des sons se déployant dans l'espace de la cathédrale. Donc là, on est tout au début, quand c'est juste le chœur, et le chantier continue de l'autre côté de cette mur. Et l'idée, c'est, avec les musiciens qui chantent, on essaie d'animer dans une manière compréhensible, mais pas trop détaillée, parce que ça, c'est très cher en termes de graphisme. Donc, on a des avatars qui sont animés par les pistes de son, chacun enregistré indépendamment. Et après, on balade un peu dans les bâtiments pour comprendre un peu l'impact de proximité et aussi comment le son de différents musiciens tourne à ces différentes époques. Bon, après, ça dure encore 5 minutes. Au début du XIIIe siècle... Et voilà, donc ça c'est tous les personnes, bon, pas tout, mais un résumé des gens qui sont impliqués dans ce travail, en termes d'acousticiens, en termes de musicologues, historiens, les boîtes de prod, des musiciens, et plusieurs liens sur les différents projets qui sont normalement tous gratos disponibles en ligne. Et je termine pile à l'heure. Merci beaucoup.